Nous ne sommes plus exploités par un maître, mais par nous-mêmes, et c'est la cruauté la plus raffinée. Ce matin encore, avant même d'ouvrir les yeux, cette sensation familière, lourde, de ne pas être tout à fait restauré, tout à fait prêt. Le glissement machinal du pouce sur l'écran, absorbant les flux d'informations, les urgences virtuelles, les comparaisons silencieuses, tout cela avant même le premier soupir conscient. Une tension imperceptible s'installe dans la nuque, les épaules. Ce n'est pas la fatigue saine du corps qui a œuvré, celle qui mène à un repos mérité, mais une lassitude qui ronge l'âme, une usure silencieuse qui ne cède ni au sommeil, ni au repos apparent, car elle est psychique avant d'être purement corporelle. Nous sommes à la fois l'artisan et la victime de ce surmenage, pris dans une course à la performance où la ligne d'arrivée recule sans cesse, où chaque succès n'est qu'un prélude à un nouvel impératif d'excellence auto-imposé. Bonjour, bienvenue sur Vibinspi, la chaîne où la philosophie devient une matière à penser et une manière de vivre plus lucidement. Aujourd'hui, on va parler de ce phénomène insidieux, de cette condition contemporaine identifiée et nommée par Byung-Chul Han, la société de la fatigue. Une exploration profonde de ce mal-être d'un genre nouveau, si omniprésent qu'il en est devenu presque invisible. Ce que Byung-Chul Han nous invite à comprendre, c'est que notre épuisement actuel ne vient plus d'un maître externe, d'un système de contraintes visibles qui nous opprimerait par la force ou la menace. La société disciplinaire, celle des usines, des écoles, des hôpitaux, faite d'interdits, de règles strictes et de commandements, celle où l'on était contraint de devoir faire, a cédé la place à une société de la performance où l'injonction principale n'est plus tu dois, mais un plus séduisant, un plus engageant tu peux. Et c'est précisément dans ce tu peux illimité, dans cette liberté apparente d'être son propre moteur, son propre architecte, que réside la cruauté la plus raffinée et la plus pernicieuse. Car ce tu peux se mue, avec une rapidité déconcertante, en un tu dois interne, encore plus puissant, encore plus insidieux, car il émane de nous-mêmes, de nos propres aspirations à la réussite, à l'excellence, à l'accomplissement sans borne et sans fin. Chacun devient alors son propre entrepreneur, son propre chef, son propre surveillant implacable, et inévitablement, son propre bourreau. L'individu, se croyant libre de choisir ses objectifs et de se réaliser pleinement, se soumet en réalité à une pression d'auto-optimisation constante, un impératif de performance illimitée qui le pousse à se dépasser sans cesse, à maximiser chaque instant, à être productif même pendant son temps libre, jusqu'à l'épuisement total de ses ressources. Il ne s'agit plus d'une exploitation de l'extérieur, mais d'une auto-exploitation volontaire, une servitude voilée par le discours enjôleur de la liberté et de l'autonomie. C'est cette violence nouvelle qui n'est pas celle qui réprime ou interdit, mais celle qui exhorte, stimule et maximise tout, sans relâche, dans une course perpétuelle à la réussite, où chaque frein est perçu comme une faiblesse. Cette société ne crée plus seulement des marginaux ou des rebelles, mais, de manière plus diffuse et silencieuse, des dépressifs, des hyperactifs, des victimes de burn-out, non pas comme des échecs personnels ou des faiblesses individuelles isolées, mais comme les symptômes les plus visibles d'une maladie de société profondément enracinée. Une maladie du positif à tout prix, de la transparence sans ombre, de la surabondance de sollicitations et d'opportunités, où le corps et l'esprit sont poussés au-delà de leur capacité naturelle de résistance, de récupération et de contemplation. Nous allons déplier ensemble les mécanismes profonds de cette transformation, depuis le déclin de la négativité jusqu'à l'avènement d'une positivité toxique, pour comprendre comment cette quête effrénée de l'excellence nous a privés non seulement du temps du repos, mais aussi du temps de la rêverie, de l'ennui salutaire, de la contemplation et d'une connexion authentique à nous-mêmes et au monde. Ce cheminement révélera une nouvelle forme de servitude, dissimulée sous le voile séduisant de la liberté et de l'autoréalisation, nous confrontant à la nécessité de réapprendre à dire non, à ralentir, et à retrouver une forme de souveraineté sur notre propre existence, une existence où l'être pourrait reprendre le pas sur le faire. Chacun de nous connaît ce sentiment étrange, cette injonction silencieuse qui murmure qu'on ne fait jamais assez, qu'il y a toujours un nouveau projet à lancer, une compétence à acquérir, une performance à améliorer. Ce n'est pas une voix extérieure qui nous commande, mais une sorte d'autoprogramme interne, une exigence permanente d'être mieux, de plus, de toujours plus. Nous observons cette pression dans la frénésie du travail, bien sûr, mais aussi dans l'intimité de nos vies personnelles. Optimiser nos loisirs, monétiser nos passions, transformer nos moments de repos en opportunités de développement personnel. L'individu moderne est devenu son propre coach, son propre évaluateur, son propre projet sans cesse en chantier, et cette liberté apparente de se construire engendre une fatigue d'un genre nouveau, une usure intérieure qui dépasse le simple épuisement physique. Byung-Chul Han nous invite à comprendre que cette fatigue n'est pas le vestige d'un ancien monde, celui des usines aux cadences infernales, des écoles rigides ou des prisons froides. Cette société de discipline que Michel Foucault a si brillamment analysée, celle qui fonctionnait par la négation, l'interdiction, le « tu ne dois pas », a progressivement laissé place à une nouvelle forme d'organisation. Nous sommes entrés, presque sans nous en rendre compte,
dans une société de la performance. Ici, les murs s'effondrent, les surveillances directes se font rares, et l'on nous propose non pas des limites, mais des horizons infinis de possibilités. L'impératif n'est plus « tu dois te soumettre », mais « tu peux tout faire, tu peux tout devenir », une invitation qui sonne comme une promesse émancipatrice, mais qui cache une violence bien plus subtile et pénétrante. Cette transformation fondamentale réside dans le déplacement du sujet d'obéissance vers le sujet de performance. L'individu n'est plus simplement celui qui doit se conformer à des règles externes, mais celui qui se doit à lui-même, qui se doit de réussir, d'exceller, de s'optimiser sans cesse. La liberté devient alors un fardeau, une charge paradoxale où l'absence de contraintes externes nous pousse à nous imposer des contraintes internes démesurées. Le pouvoir ne s'exerce plus par la privation ou la répression, mais par la stimulation et l'incitation constante à l'autoréalisation, une injonction joyeuse à la productivité illimitée. Chaque échec n'est plus perçu comme la faute d'un système, mais comme une carence personnelle, un manque d'effort, une insuffisance de volonté, renforçant ainsi la spirale de l'autoculpabilisation. Cette nouvelle forme de pouvoir, invisible et diffus, ne se manifeste plus par le « non », l'interdit, mais par un « oui » permanent, une hyperpositivité toxique qui ne connaît plus de limites. Le « tu peux » est devenu l'axiome de notre temps, un mantra qui imprègne toutes les sphères de l'existence, du travail au loisir, de l'éducation à la vie intime. Il nous invite à ne jamais nous reposer sur nos lauriers, à toujours chercher la prochaine étape, le prochain défi, la prochaine victoire. Mais derrière cette façade d'opportunités illimitées se cache l'impossibilité de dire non, l'incapacité à freiner, à se soustraire à l'injonction de la performance. C'est dans ce « tout est possible » que se loge le piège, car il gomme la distinction entre ce qui est souhaitable et ce qui est simplement faisable, nous entraînant dans une course sans fin où le sens profond de nos actions risque de se perdre. Dans cette société, l'ennemi extérieur, l'autre, le pathogène, semble s'être évanoui. La peur de l'altérité, de la dissidence, a été remplacée par une culture de la transparence et de l'homogénéité. Si le monde d'hier était traversé par des virus, des bactéries, des menaces négatives qui permettaient de définir des frontières, de susciter une immunité collective, le monde actuel est dominé par l'excès de positif. Il n'y a plus de place pour ce qui est étranger, différent ou simplement non performant. Tout doit être lisse, optimisé, sans friction, sans résistance. Mais comme le suggérait Marc Aurèle, la nature se renforce par l'obstacle, et c'est en surmontant des difficultés que nous forgeons notre caractère, que nous apprenons à nous connaître. En éliminant toute forme de négativité, la société de la performance nous prive de ces moments de friction nécessaires à notre développement, à notre résilience et à la construction de sens. Cette absence de négativité a des conséquences profondes sur notre psyché. Là où la société disciplinaire produisait des criminels ou des fous enfermés, la société de la performance génère d'autres pathologies, plus insidieuses, plus intériorisées. La dépression, le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité et le burn-out ne sont pas des défaillances individuelles isolées, mais les symptômes collectifs d'un système qui pousse l'individu à l'auto-épuisement. La dépression, en particulier, est décrite par Byung-Chul Han comme la maladie d'une époque qui a perdu la capacité de la négation, de l'arrêt, du retrait. L'individu dépressif est celui qui n'arrive plus à pouvoir, écrasé par l'excès d'un « tu peux », devenu trop lourd, trop exigeant, jusqu'à en paralyser toute action, toute volonté, toute joie. Le corps, dans cette ère nouvelle, est lui aussi redéfini. Il n'est plus un lieu de repos, de sensation, mais un instrument de performance, un capital à entretenir, à optimiser, à soumettre à des régimes et des entraînements toujours plus stricts. L'idée de la pause, du temps mort, de l'ennui, est devenue presque une faute, un gaspillage de potentiel. L'hyperactivité s'impose comme une norme, une marque de vitalité et d'engagement, mais elle nous prive de la capacité de l'attention profonde, de la concentration durable, de la contemplation. Si selon les mots de Sénèque, le vrai repos n'est pas l'oisiveté, mais la tranquillité de l'esprit, alors notre époque, avec son agitation constante et ses sollicitations infinies, nous éloigne de cette tranquillité essentielle, nous empêchant de nous connecter à notre intériorité, à la lenteur du temps, à la richesse d'une existence simplement vécue et non constamment optimisée. Nous sommes donc confrontés à un paradoxe déroutant. Alors que nous nous pensons plus libres que jamais, affranchis des contraintes d'antan, nous nous retrouvons enchaînés par les exigences d'une liberté illimitée. La quête de l'autonomie et de la réalisation de soi s'est transformée en une auto-exploitation généralisée, une forme de servitude volontaire que nous avons intériorisée jusqu'à la moelle. Comprendre cela n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est un premier pas vers une libération possible, une reconquête de notre propre rythme, de notre propre espace mental, face à l'accélération et à l'injonction permanente du « toujours plus ». Cela nous invite à nous interroger sur ce que signifie réellement vivre, au-delà de la simple production et de la performance,
et à redécouvrir la valeur du non-faire, de la lenteur et de la contemplation qui ont été si brutalement érodées par l'ère de la positivité. Nous portons en nous cette horloge invisible qui ne cesse de sonner l'urgence, même quand le calendrier est vide. Cette sensation d'avoir constamment quelque chose à prouver, à réaliser, une compétence à parfaire, un projet à démarrer, comme si notre valeur intrinsèque était conditionnée par cette effervescence incessante. Le simple fait de ne rien faire est devenu suspect, presque coupable, un signe de paresse ou de manque d'ambition. Nous nous surprenons à remplir chaque interstice de temps libre, par réflexe, par peur du vide, par l'impérieuse nécessité de rester connecté, informé, diverti ou, pire encore, productif. C'est une forme de vigilance permanente que nous nous imposons, une veille intérieure qui ne connaît plus le véritable repos, une usure progressive de l'être. Byung-Chul Han nous éclaire sur la manière dont cette hyperactivité s'est insinuée en nous. Il ne s'agit plus de la répression d'une autorité visible, mais d'une violence de la positivité, une pression constante à être toujours plus performant, plus efficace, plus disponible. La société disciplinaire, avec ses interdictions claires, ses murs et ses frontières, a laissé la place à une société où tout est possible, où les résistances sont gommées, où l'altérité est absorbée. Ce n'est plus le non qui nous épuise, mais un oui illimité, un afflux continu d'informations, d'opportunités, d'injonctions à l'action. Paradoxalement, cette absence de négativité, de confrontation à une limite externe, nous prive de l'immunité psychique qui nous permettait de nous protéger, de nous définir. Sans l'autre, sans l'adversité, le combat se retourne contre soi-même. Cette érosion de la négativité, de la capacité à dire non ou à rencontrer une résistance, a des conséquences profondes sur notre relation au monde et à nous-mêmes. Là où le danger autrefois venait de l'extérieur, l'ennemi, le virus, l'interdit aujourd'hui, le péril se loge à l'intérieur. Le système immunitaire qui nous protégeait des agents pathogènes externes devient inopérant face à une menace qui n'est pas étrangère, mais qui provient de l'excès de « même », de l'hyperidentification à une performance sans faille. Nous sommes noyés sous un flot de positifs qui ne permet plus la distinction, la friction, ni la distance critique. Tout doit être lisse, optimisé, transparent, éliminant par là même la possibilité d'une altérité véritable, d'un événement qui échappe au contrôle et à la prévision. L'individu de la société de la performance se voit alors comme un projet de soi, un chantier permanent qui doit s'améliorer sans cesse. Ce n'est plus une identité stable à défendre, mais une image à façonner, une compétence à développer, une version plus de soi-même à atteindre. Cette logique du projet implique qu'il n'y a jamais de point d'arrivée, jamais de repos définitif, seulement une succession infinie d'objectifs à atteindre, de défis à relever. L'épuisement provient de cette incapacité à se sentir fini, accompli, à pouvoir simplement être, sans la pression constante de devoir devenir. C'est une quête sans fin, une course de fond où la ligne d'arrivée se déplace avec chaque pas, nous maintenant dans un état de tension perpétuelle. Dans cette course effrénée, la patience et la capacité de contemplation se perdent. L'ennui, autrefois perçu comme une porte vers l'introspection et la créativité, est devenu une intolérable vacuité à fuir à tout prix. Dès qu'un moment de silence, d'inactivité, se présente, nous nous empressons de le combler, de le saturer de stimulation. L'écran du téléphone, une série, une tâche administrative. Comme le soulignait Pascal, une grande part du malheur humain vient de ce que l'homme est incapable de rester en repos dans une chambre. Notre époque, en offrant mille et une distractions, a exacerbé cette fuite de soi, nous privant de ces instants de vacances nécessaires à la maturation de la pensée, à l'émergence d'idées nouvelles, à la simple écoute de notre monde intérieur. La surcharge informationnelle joue un rôle majeur dans cette fatigue mentale. Le flot incessant de données, de notifications, de mails, de messages, exige une attention fragmentée, une réactivité constante. Nous sommes contraints aux multitâches, à jongler entre différentes sollicitations, sans jamais pouvoir nous immerger pleinement dans une seule. Cette dispersion de l'attention n'est pas un signe d'efficacité accrue, mais une source d'épuisement cognitif et de perte de profondeur. Nous passons d'une information à l'autre, sans que rien n'ait le temps de s'ancrer, de se transformer en connaissance ou en sagesse. La réflexion profonde, qui demande du temps et une concentration ininterrompue, devient un luxe que peu peuvent encore se permettre. Cette frénésie d'information est intrinsèquement liée à l'impératif de transparence. Dans la société de la performance, tout doit être visible, mesurable, communicable. Les données personnelles sont partagées, les émotions affichées, les vies exposées. L'intériorité, le secret, le mystère, qui sont pourtant essentiels à la construction d'un espace personnel et à la préservation de la dignité, sont érodés par cette injonction à la visibilité totale. Il n'y a plus de sanctuaire, plus de refuge où l'on pourrait se soustraire au regard, à l'évaluation, à la comparaison.
Cette pornographie de l'âme, cette exposition de l'intime, non seulement épuise, mais rend vulnérable, car elle ne laisse plus de place pour la résistance, pour l'ombre nécessaire à la définition de la lumière. L'empathie elle-même est transformée dans cette ère de positivité exacerbée. Elle risque de se muer en une forme de compassion performative, où l'on doit se montrer sensible, afficher son soutien, tout en restant dans une logique d'efficacité et d'optimisation des réactions. La véritable empathie, celle qui demande du temps, de l'écoute profonde, de l'acceptation de la souffrance de l'autre sans chercher à la résoudre immédiatement par une solution positive, se raréfie. Si, comme le disait Schopenhauer, la compassion est le fondement de la morale, alors sa déformation en injonction à la performance émotionnelle affaiblit notre capacité à la connexion humaine authentique, nous laissant plus isolés derrière nos écrans de perfectibilité. Le temps lui-même subit une altération radicale. Il n'est plus perçu comme une durée subjective, un espace de maturation et de transformation, mais comme une ressource quantifiable à optimiser et à remplir. L'accélération de la vie est telle que l'on n'a plus le temps de s'arrêter, de faire une pause, de laisser les choses se déposer. Le présent n'est qu'une étape vers un futur toujours plus exigeant, un tremplin pour la prochaine performance. Les rituels, les moments de lenteur partagés, qui donnaient jadis du sens au déroulement de l'existence, sont balayés par l'impératif d'efficacité. Cette démesure temporelle nous arrache à notre ancrage, à la possibilité d'habiter pleinement l'instant, et nous projette dans une anxiété permanente face à ce qui doit encore être fait. En fin de compte, la dépression et le burn-out ne sont pas des caprices individuels, ni des faiblesses personnelles, mais les manifestations les plus crues de cette violence silencieuse de la positivité. Ils représentent la rupture du sujet de performance, qui ne peut plus pouvoir, qui s'effondre sous le poids de ses propres exigences démesurées. L'individu, en tentant d'être son propre maître et son propre serviteur, finit par s'épuiser lui-même, se consumant dans l'autodévoration de ses ressources. Comprendre cette dynamique, c'est reconnaître que le problème n'est pas seulement individuel, mais structurel, nous invitant à chercher des voies de résistance, à réapprendre la valeur de la lenteur, de l'imperfection et du non libérateur, pour retrouver un équilibre vital que cette société de la performance nous a dérobé. Nous avons tous expérimenté cette spirale, cette urgence mentale qui nous pousse à nous lever, même quand le corps réclame encore le lit. C'est comme une voix intérieure, douce mais insistante, qui nous reproche de ne pas être déjà en marche, de ne pas optimiser ce précieux temps. On se lève, on se plonge dans la to-do list, dans les notifications, dans le flux incessant d'informations, non pas par contrainte extérieure, mais par une sorte de loyauté envers soi-même, envers l'idéal de la personne productive que l'on aspire à être. Cette quête de soi, cette autoconstruction permanente, devient paradoxalement un piège, une prison invisible dont les barreaux sont faits de nos propres ambitions, de nos propres désirs de réussite et de reconnaissance. Nous sommes à la fois le geôlier et le prisonnier, épuisés par un labeur qui ne s'arrête jamais, car il n'est plus assigné, mais autogénéré. Byung-Chul Han nous montre comment l'ère actuelle a transformé l'individu en son propre entrepreneur, son propre projet en perpétuelle amélioration. Fini le simple sujet obéissant de l'ère disciplinaire, assujetti à des règles et des interdictions claires. Nous sommes devenus des sujets de performance, des êtres qui, se sentant libres, s'auto-exploitent avec une ferveur inédite. L'impératif n'est plus de se soumettre, mais de se dépasser, de maximiser son potentiel, de se réaliser pleinement, sans limite. Mais cette liberté est une illusion cruelle. Elle nous impose une pression constante de l'intérieur, un « tu peux » qui se mue en un tyrannique « tu dois » que l'on s'inflige soi-même. La violence n'est plus celle qui réprime, mais celle qui active, stimule et épuise l'âme dans une course sans fin à l'excellence. Cette surcharge positive, où chaque opportunité est une injonction, nous prive de la capacité de la négation, de l'arrêt, du retrait. L'ennemi n'est plus un agent extérieur contre lequel on peut bâtir une immunité, mais une prolifération du même, une hyperidentification au pouvoir-faire absolu. Notre système immunitaire psychique, qui nous permettait de distinguer l'ami de l'ennemi, le sain du pathologique, se trouve débordé par cette profusion de stimuli positifs. Tout devient lisse, sans aspérité, sans résistance. Or, la résistance, la friction, l'altérité sont essentielles à la vie, au développement, à la pensée. C'est en rencontrant le non, la limite, que l'on se définit, que l'on se construit. En gommant toutes les formes de négativité, la société de la performance nous rend vulnérables, incapables de nous protéger d'un épuisement qui vient de l'intérieur. Cette érosion de la négativité a une incidence directe sur notre capacité de contemplation, la fameuse vita contemplativa. Dans le monde antique, comme le soulignait Aristote, la vie contemplative était considérée comme la forme de vie la plus élevée, un espace de pensée pure, de réflexion désintéressée, où l'esprit pouvait s'élever au-dessus des nécessités immédiates de l'existence. Aujourd'hui, la vita activa, la vie de l'action,
de la production, du faire, a totalement pris le dessus. Il est devenu presque impensable de ne rien faire, de s'arrêter, de simplement observer, de laisser la pensée vagabonder sans but précis. Chaque instant doit être rentabilisé, chaque pause perçue comme un manque à gagner. Cette primauté de l'action nous prive d'un espace vital pour l'introspection, pour la connexion profonde avec le monde et avec soi-même, transformant la richesse intérieure en une simple ressource à exploiter pour la performance. L'ennui, autrefois perçu comme une condition préalable à la créativité, comme le moment où l'esprit, privé de distractions extérieures, est contraint de se tourner vers lui-même pour inventer et créer, est aujourd'hui une expérience intolérable. Dès qu'un vide se présente, nous nous précipitons pour le combler avec des stimulations numériques, des divertissements passifs ou des tâches inutiles. Cette fuite de l'ennui est une fuite de soi, une incapacité à supporter le silence, à se confronter à l'inactivité féconde. En nous privant de l'ennui, nous nous privons de la lenteur nécessaire à la germination des idées, à l'émergence d'une pensée originale, d'une véritable concentration. Nous devenons des navigateurs superficiels sur un océan d'informations, incapables de plonger dans les profondeurs de la réflexion, là où les sens se réveillent. L'accélération constante de nos vies est un autre symptôme de cette maladie de la positivité. Tout va plus vite, doit être plus rapide, plus instantané. L'information se consomme à la minute, les relations se tissent et se défont au rythme des notifications, les projets se succèdent sans laisser le temps de la maturation. Cette hypervitesse nous arrache à l'ancrage dans le présent, nous projetant sans cesse vers un futur toujours plus exigeant, toujours plus performant. Nous ne vivons plus l'instant, mais nous le traversons en le considérant comme un simple jalon vers un objectif lointain, qui lui-même sera rapidement remplacé par un autre. Comme le soulignait Hannah Arendt, c'est la capacité à interrompre, à commencer de nouvelles choses, qui est propre à l'humain, mais cette capacité est étouffée par le cycle incessant de la production et de la consommation de l'action. La transparence, érigée en valeur suprême, participe également à cet épuisement. Tout doit être visible, mesurable, partagé. Il n'y a plus de place pour l'ombre, pour le secret, pour l'intériorité cachée. Les réseaux sociaux en sont l'exemple le plus flagrant. Chacun est sommé de s'exposer, de performer son bonheur, sa réussite, sa vie parfaite. Cette exhibition constante génère une pression supplémentaire, un impératif de se conformer à des idéaux inatteignables, tout en se sentant constamment observé et jugé. L'intimité, le retrait, le silence, sont perçus comme des anomalies, voire des signes de faiblesse. Cette absence d'opacité nous prive d'un espace vital de protection, de régénération, où l'être peut se retirer du tumulte du monde pour se ressourcer, se définir loin du regard des autres. Cette société de l'épuisement n'est pas celle des maîtres et des esclaves visibles, mais celle des dépressifs, des burn-outés, des hyperactifs. Ces pathologies ne sont pas des faiblesses individuelles, mais les manifestations collectives d'un système qui nous pousse à nous consumer nous-mêmes. L'individu, en cherchant à être toujours plus, finit par s'épuiser dans une spirale d'auto-exigence. C'est le triomphe de l'épuisement sur la capacité de l'individu à poser des limites, à dire non, à se préserver. La négativité de l'arrêt, de la pause, de la réflexion désintéressée est devenue une denrée rare, presque interdite, nous laissant à la merci d'une hyperpositivité qui, loin de nous libérer, nous aliène dans une quête sans fin de nous-mêmes, une quête qui se retourne contre nous. Comprendre cette mécanique est le premier pas pour réapprendre à respirer, à s'arrêter et à redonner une place à l'être plutôt qu'au faire incessant. Il y a cette voix, parfois à peine un murmure, qui nous pousse à remplir chaque minute, chaque espace, chaque pensée. Non pas parce qu'un chef nous l'ordonne directement, mais parce que l'oisiveté est devenue une faute impardonnable dans le grand livre de l'auto-optimisation. On se surprend à planifier le repos lui-même, à vouloir qu'il soit productif. Lire un livre qui nous rendra plus intelligents, écouter un podcast qui nous informera, faire du sport qui améliorera notre corps. Le pur non-faire, l'abandon à l'instant sans but ni projet, est une expérience devenue étrangère, presque angoissante. Nous sommes pris dans le piège de l'action perpétuelle, même lorsque nous cherchons à nous en éloigner, car l'impératif de performance s'est profondément enraciné en nous, jusque dans nos moments les plus intimes. Byung-Chul Han nous révèle que cette transformation est intrinsèquement liée à la dissolution de la société disciplinaire et à l'avènement de la société de la performance. Là où la première était régie par le « tu dois » et l'interdiction, la seconde opère sous le signe du « tu peux », d'une liberté apparente qui se révèle être une contrainte bien plus insidieuse. L'individu, émancipé des figures d'autorité externe, devient son propre surveillant, son propre motivateur, et paradoxalement, son propre oppresseur. La violence ne réside plus dans la punition de la désobéissance, mais dans l'épuisement engendré par l'auto-incitation constante à la réussite, à l'excellence sans borne. Cette liberté de performance est un leurre qui nous pousse à nous consommer nous-mêmes dans une course sans fin,
où l'échec est toujours imputé à une insuffisance personnelle, jamais à la structure du système. Cette logique de la performance a eu pour effet d'éliminer toute forme de négativité au sens large. Il ne s'agit plus de faire face à un non, à une limite, à un adversaire extérieur qui pourrait nous forcer à développer une immunité, à forger une identité par la résistance. Au contraire, tout est absorption, tout est inclusion, tout est positif et stimulant. L'ennemi est devenu intérieur, la paresse, l'imperfection, l'échec personnel. Cette absence de véritable antagonisme externe nous prive d'un cadre pour nous définir et nous protéger. Notre système immunitaire psychique, habitué à se défendre contre l'étranger, le pathogène, se trouve désarmé face à une menace qui n'est pas autre, mais qui est une surabondance du même, une positivité écrasante. Nous n'apprenons plus à dire non, à nous retirer, à nous protéger de cette profusion. L'épuisement mental actuel, caractérisé par le burn-out et la dépression, n'est donc pas une simple faiblesse individuelle, mais un symptôme systémique. Le dépressif, selon Byung-Chul Han, est l'individu qui n'arrive plus à ses pouvoirs, écrasé par le poids de l'injonction permanente à la performance. Il s'épuise dans l'autoconsommation de son propre pouvoir, par l'effort continu d'être à la hauteur des attentes démesurées qu'il s'impose. La dépression n'est pas une maladie du manque, mais une maladie de l'excès, de l'impossibilité de se reposer, de se retirer, de faire l'expérience du non. C'est le prix à payer pour une société qui a aboli la négativité, le conflit, la résistance, et qui n'offre plus de répit face à l'injonction d'être toujours plus, toujours meilleur. Dans cette course effrénée, la profondeur de l'attention et de la concentration est sacrifiée. Nous sommes constamment sollicités, distraits par un flot ininterrompu d'informations et de notifications. Le multitâche est devenu la norme, une prouesse recherchée, mais qui en réalité fragmente notre esprit, nous empêchant de nous immerger pleinement dans une tâche, de développer une pensée cohérente et durable. L'esprit papillonnant, passant d'un stimulus à l'autre, se fatigue sans jamais se reposer réellement, sans jamais connaître la profonde satisfaction d'une concentration soutenue. Comme le soulignait Platon, la connaissance véritable exige une application longue et patiente de l'esprit, une persévérance qui semble aujourd'hui incompatible avec le rythme effréné de notre quotidien, où l'on privilégie la rapidité à la profondeur. L'accélération de nos vies touche également notre rapport au temps. Le temps n'est plus perçu comme une durée qualitative, un espace de maturation et de transformation, mais comme une ressource quantitative à optimiser. Le présent n'est qu'un point de passage vers un futur toujours plus performant. Cette obsession du futur et de la productivité nous arrache à l'expérience de l'instant, à la richesse d'une existence simplement vécue. Les rituels, les moments de lenteur partagés, les pauses contemplatives qui donnaient du sens au temps et ancraient l'individu dans un rythme humain, sont érodés par l'impératif d'efficacité. Nous sommes déracinés, toujours en mouvement, mais sans savoir vraiment où nous allons, ni pourquoi nous nous dépêchons tant. La quête effrénée de l'authenticité et de la réalisation de soi, dans cette société de la performance, se mue en une injonction paradoxale. Chacun est sommé de trouver sa voie, d'exprimer son unicité, mais cette expression doit rester dans les clous de la performance et de la productivité. La singularité véritable, celle qui pourrait déranger, qui ne serait pas rentable, est rapidement mise de côté. Nous sommes encouragés à être nous-mêmes, mais une version de nous-mêmes optimisée pour le marché, pour le regard des autres, pour l'autopromotion. Cette recherche constante d'une authenticité performative est une source d'aliénation supplémentaire, nous éloignant de notre véritable intériorité au profit d'une image à construire et à entretenir, une image toujours soumise à l'évaluation et à la comparaison. Finalement, la société de la fatigue n'est pas seulement celle qui nous pousse à l'épuisement, mais celle qui nous prive des moyens de nous en protéger. En éliminant la négativité, la résistance, la limite, elle nous désarme face à la violence de la positivité. Elle nous prive du temps de l'ennui salutaire, de la contemplation profonde, de la vraie liberté de ne rien faire. Il devient alors urgent de réapprendre la valeur du non, de la pause, du silence, de l'imperfection. C'est en cultivant ces espaces de retrait, ces moments d'inactivité délibérée, que nous pourrons commencer à briser les chaînes invisibles de cette auto-exploitation et retrouver une forme de souveraineté sur notre propre existence, une existence où le sens ne se mesurera plus uniquement à l'aune de la performance et de la productivité incessante. Il y a cette anxiété sourde, cette gêne presque, quand un moment de silence inattendu se présente. En salle d'attente, dans les transports en commun, même lors d'une promenade solitaire, le réflexe est souvent le même. Sortir le téléphone, allumer l'écran, chercher une stimulation, une distraction, une information. Comme si le vide, l'absence d'activité dirigée, était devenu intolérable, une béance à combler à tout prix. Ce n'est pas une peur de l'ennui en soi, mais une peur de ce que le silence pourrait révéler, de ce que l'inactivité pourrait faire émerger de nos profondeurs, de cette confrontation à soi-même que la frénésie du « faire » nous permet si commodément d'éviter.
Nous sommes devenus allergiques au vide, prisonniers d'une exigence intérieure de toujours être en prise, de toujours être quelque part. Byung-Chul Han met en lumière la manière dont cette fuite du vide est une conséquence directe de l'érosion de la négativité dans la société de la performance. Les anciennes frontières, les interdits, les espaces de résistance qui caractérisaient la société disciplinaire ont laissé place à un monde où tout est positif, où chaque obstacle est une opportunité, chaque problème une solution à trouver. Ce oui permanent, cette surabondance de sollicitations, d'informations, d'options, nous submerge et nous prive de notre capacité à dire non, à nous retirer, à nous isoler. Le système immunitaire psychique, qui se forgeait dans la confrontation à l'autre, à l'étranger, à la limite, se trouve désarmé face à une menace qui n'est pas extérieure, mais qui est la prolifération d'une même, une positivité écrasante qui ne laisse plus de place pour le silence, pour la pause, pour le temps de l'altérité. Cette dissolution de la négativité a des répercussions profondes sur notre capacité d'attention. L'attention profonde, celle qui permet une concentration durable, une immersion totale dans une tâche ou une pensée, nécessite un environnement sans distraction, un silence intérieur et extérieur. Or, la société de la performance, avec son flot incessant d'informations, ses notifications, ses injonctions aux multitâches, nous force à développer une hyperattention, une attention fragmentée, toujours en alerte, sautant d'un objet à l'autre sans jamais s'y fixer réellement. Cette hyperattention, si elle peut sembler efficace pour gérer une multitude de stimuli, est en réalité épuisante et nous prive de la capacité à penser en profondeur, à contempler, à laisser les idées mûrir. Nous devenons des récepteurs passifs d'informations, incapables de les transformer en connaissances, en sagesse ou en sang. Dans ce contexte, l'ennui, la tédium vitae, autrefois valorisé comme une condition propice à la créativité et à l'introspection, est devenu un symptôme d'échec personnel, une perte de temps intolérable. Si, comme le suggérait Nietzsche, c'est dans l'ennui que l'on perçoit le désir de désirer, le vide qui pousse à l'invention et à la création, alors nous nous privons de cette source essentielle d'énergie vitale. En fuyant l'ennui à tout prix, en le saturant de divertissements et de tâches, nous nous coupons de la possibilité de la lenteur, de la patience, de cette vacance d'esprit qui permet aux idées de germer, aux émotions de se déposer, à l'âme de respirer. L'agitation permanente devient un mode de vie, une fuite en avant qui nous éloigne de notre intériorité, nous laissant dans une superficialité constante et épuisante. La notion de « projet de soi » participe également à cette fatigue. L'individu n'est plus un être fini, mais un chantier permanent, un capital à valoriser, une image à parfaire. Ce projet n'a jamais de point d'achèvement, car la performance est une course sans ligne d'arrivée. Chaque succès n'est qu'une étape vers un nouveau défi, chaque compétence acquise une incitation à en maîtriser une autre. Cette pression de l'auto-optimisation constante, de l'amélioration continue, transforme l'existence en un marathon sans fin, où l'on se consume soi-même dans l'effort de se surpasser. L'épuisement ne vient pas seulement du travail, mais de l'effort permanent pour être une meilleure version de soi-même, un être toujours plus performant, toujours plus désirable, toujours plus accompli. Cette logique de la performance est inséparable de la transparence et de l'exhibition de soi. Les réseaux sociaux en sont l'incarnation la plus manifeste. Chacun est encouragé à exposer sa vie, ses succès, ses émotions, à se mettre en scène. Cette injonction à la visibilité totale érode les frontières entre le public et le privé, nous privant de l'espace sacré de l'intériorité, du secret, de l'opacité nécessaire à la constitution d'un moi authentique. Nous sommes constamment sous le regard des autres, sous l'évaluation, la comparaison, la jauge. Cette pression de l'image, cette nécessité de performer son bonheur et sa réussite, est une source d'épuisement psychique immense, nous empêchant de simplement être, sans artifice, sans la pression constante de devoir se montrer à la hauteur d'un idéal extérieur. L'épuisement n'est pas seulement physique, il est surtout existentiel. Il vient du fait que nous sommes de plus en plus incapables de nous arrêter, de poser des limites, de cultiver le non-faire. Il vient de cette absence de résistance qui nous laisse vulnérables face à la positivité écrasante de notre époque. La dépression et le burn-out ne sont pas des faiblesses individuelles, mais les manifestations d'une société malade de son excès, de son incapacité à la négation, à la pause, à la limite. Ils révèlent un effondrement du sujet de performance qui, à force de vouloir tout pouvoir, ne peut finalement plus rien. La voie vers une forme de libération, ou du moins de résistance, passe par la réhabilitation du non-faire, de la lenteur, de l'ennui. Il s'agit de redécouvrir la valeur de la contemplation, de l'attention profonde, de la patience. C'est en cultivant des espaces de retrait, des moments de silence délibéré, que nous pouvons commencer à nous réapproprier notre temps, notre esprit, notre capacité à nous définir par ce que nous ne faisons pas, plutôt que par ce que nous accomplissons sans cesse. Il s'agit de retrouver le courage de l'imperfection, de l'arrêt, du repos non productif, pour reconstruire une vie où l'être peut enfin respirer,
loin de l'injonction épuisante d'une performance infinie. Pensez à ces moments où, même en vacances, l'esprit ne lâche pas prise. On est sur une plage paradisiaque, le soleil caresse la peau, mais une petite voix insiste. Est-ce que j'ai bien répondu à tous mes mets? Ai-je posté la photo parfaite pour montrer ma détente? N'aurais-je pas pu profiter de ce temps pour apprendre quelque chose de nouveau, optimiser mes compétences? Le repos lui-même est devenu une performance, une autre case à cocher sur la liste infinie de nos obligations auto-imposées. Ce n'est plus la faim qui nous pousse, ni la peur d'un contremaître, mais une insatiable soif de validation, une exigence de l'excellence qui nous ronge de l'intérieur, même quand toutes les contraintes externes ont disparu. Byung-Chul Han nous invite à comprendre que cette incapacité à se reposer véritablement est l'une des conséquences les plus cruelles de l'avènement de la société de la performance. Nous sommes passés d'un modèle où la souffrance était liée à l'interdiction et à la répression, à un modèle où elle est engendrée par l'excès de « oui », par l'injonction permanente à pouvoir, à devenir, à réussir. Le sujet de performance se croit libre, mais il est en réalité son propre bourreau, se soumettant volontairement à un rythme insoutenable, à des exigences démesurées, sous le prétexte de l'autoréalisation et de l'autonomie. La liberté proclamée se mute en une auto-exploitation généralisée, une servitude que nous nous infligeons avec une ferveur inquiétante. L'immunité, au sens psychique, est l'un des concepts clés pour saisir cette transformation. Dans la société disciplinaire, la menace était externe, le virus, l'ennemi, l'étranger. L'organisme social développait alors des défenses, des anticorps contre ce qui était autre, ce qui mettait en péril son intégrité. Aujourd'hui, la menace n'est plus l'altérité, le non, mais la surabondance du même, une positivité écrasante. Nous n'avons plus d'antidote contre un système qui nous pousse à l'hyperconsommation de nous-mêmes. L'excès d'information, l'excès de communication, l'excès de possibilités, tout cela nous submerge sans que nous puissions ériger des défenses, car il n'y a plus de frontières claires entre ce qui nous stimule et ce qui nous épuise. Cette carence en négativité nous prive d'un cadre essentiel pour la pensée. La pensée, selon Byung-Chul Han, a besoin d'espaces de retrait, de moments de non-agir, de silence, d'ennui. Elle ne peut pas se développer dans l'agitation constante, dans la surcharge d'informations, dans l'injonction à la réactivité immédiate. L'hyperactivité nous rend incapables de la lenteur, de la patience nécessaire à l'élaboration d'une idée complexe, à la maturation d'une réflexion profonde. Nous devenons des navigateurs, glissant à la surface des choses, sans jamais avoir le temps de plonger dans leur profondeur. La connaissance se transforme en information jetable, sans qu'elle puisse s'ancrer et devenir sagesse. L'ennui, la tedium vitae, n'est plus perçu comme une porte d'entrée vers l'introspection, un catalyseur de la créativité, mais comme un vide terrifiant à combler à tout prix. Dès qu'un moment de silence se présente, nous nous jetons sur nos écrans, sur nos tâches, sur nos divertissements, pour fuir cette confrontation avec nous-mêmes. Pourtant, comme le suggérait Socrate, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais comment examiner sa vie quand on n'a plus le temps de l'ennui, de la pause, de la réflexion désintéressée? Nous nous privons de la possibilité de nous connaître vraiment, de comprendre nos désirs profonds, de nous connecter à notre intériorité, pris dans un tourbillon d'activités qui nous éloigne de l'essentiel. La gestion du temps est devenue une science, une obsession. Chaque minute doit être optimisée, chaque seconde rentabilisée. Le temps libre est transformé en temps de développement personnel, en opportunité de perfectionnement. Il n'y a plus de temps perdu, plus de temps pour la rêverie, l'errance sans but, la simple existence. Cette accélération constante de nos vies nous arrache à notre ancrage dans le présent, nous projette dans un futur toujours plus exigeant, toujours plus performant. Nous perdons la capacité de vivre l'instant, de nous émerveiller devant la simplicité du quotidien, de nous connecter à la temporalité cyclique de la nature. Nous sommes des voyageurs pressés, mais sans jamais savoir vraiment pourquoi nous nous dépêchons tant. Cette quête effrénée de productivité et de performance a des répercussions désastreuses sur nos relations humaines. La profondeur des liens, l'écoute patiente, la présence authentique, demandent du temps, de la disponibilité, de la lenteur. Or, nous sommes devenus des êtres pressés, distraits, toujours en quête de la prochaine stimulation. L'amitié et l'amour risquent de se transformer en des relations de performance, où chacun doit apporter quelque chose, contribuer au bien-être de l'autre de manière efficace et optimale. La simple présence, l'acceptation inconditionnelle, qui sont le fondement de toute relation humaine authentique, sont érodées par cette logique d'efficacité et de rentabilité, nous laissant isolés, même au milieu de la foule. La violence de la positivité est la plus insidieuse, car elle ne se présente pas comme une contrainte, mais comme une promesse. Elle nous exhorte à l'autoréalisation, à l'épanouissement, à l'atteinte de nos rêves, mais elle nous consume en chemin. Le burn-out et la dépression sont les symptômes les plus visibles de cette maladie de l'excès,
de l'impossibilité de dire non. Le sujet de performance s'épuise dans son propre pouvoir-faire, incapable de trouver un point d'arrêt, une limite salvatrice. Il devient esclave de ses propres aspirations, victime de l'idéal de perfection qu'il s'est forgé. La sortie de cette spirale d'épuisement passe par une réhabilitation de la négativité. Apprendre à dire non, à se retirer, à faire des pauses, à cultiver l'ennui. Il s'agit de redonner de la valeur à la vita contemplativa, à la lenteur, à la contemplation désintéressée. Il faut oser l'imperfection, le non-faire, le temps perdu, qui est en réalité un temps retrouvé pour soi, pour la réflexion, pour la connexion profonde avec le monde. C'est en déconstruisant l'impératif de performance que nous pourrons retrouver une forme de souveraineté sur notre propre existence, une existence où le sens ne sera plus dicté par la productivité, mais par la richesse intérieure, la profondeur des liens et la capacité à simplement être, sans la pression constante de devoir devenir. Regardez autour de vous, observez la frénésie, même dans les lieux censés être dédiés au repos. Les parcs où l'on jogue avec un bracelet connecté mesurant chaque battement de cœur, les cafés où l'on travaille sur son ordinateur portable même en pleine pause déjeuner, les discussions où l'on partage ses projets, ses performances, ses réussites, comme si l'existence elle-même était une vitrine d'accomplissement. Cette exigence de toujours être en mode projet, de constamment se positionner en tant que créateur de sa propre valeur, nous a transformés en entrepreneurs de nous-mêmes. Et c'est cette autogestion, cette auto-exploitation, qui génère une fatigue existentielle d'un genre nouveau, une usure non pas du corps, mais de l'âme, une incapacité à simplement être sans avoir à prouver sa pertinence. Byung-Chul Han met en lumière la nature profonde de cette transformation. Le passage de la société disciplinaire à la société de la performance n'est pas un simple changement de décor, mais une mutation radicale de notre rapport au pouvoir et à nous-mêmes. Alors que la société d'hier nous imposait des limites, des interdictions, des devoirs, nous étions confrontés à un « tu dois » externe et contraignant. La société actuelle, elle, nous tend un miroir illimité de possibilités en nous chuchotant un enjôleur « tu peux ». Mais ce « tu peux » est un piège. Il se mue rapidement en un « tu dois » auto-infligé, un impératif de performance que l'on intériorise et qui devient bien plus tyrannique que toute contrainte extérieure, car il émane de nos propres aspirations à l'excellence, à l'accomplissement sans borne et sans fin. Nous sommes devenus nos propres surveillants, nos propres juges implacables, et inévitablement, nos propres bourreaux. Cette violence de la positivité, qui caractérise la société de la performance, a pour effet d'éliminer la négativité sous toutes ses formes. Il n'y a plus de place pour l'étranger, le diverge, le résistant. Tout doit être absorbé, intégré, rendu compatible avec la logique de la productivité et de l'efficacité. Notre système immunitaire psychique, qui se construisait par la distinction entre le moi et l'autre, le sain et le pathogène, l'ami et l'ennemi, se retrouve désarmé. La menace ne vient plus d'une altérité qui nous permettrait de nous définir par opposition, mais d'une surabondance d'une même, d'un flux ininterrompu de stimuli positifs qui saturent notre conscience et nous épuisent. L'absence de résistance, de frottement, nous prive des outils pour nous protéger d'une auto-exploitation incessante. Cette carence en négativité se manifeste également dans la perte de notre capacité d'attention profonde. L'hyperattention, cette forme d'attention fragmentée et papillonnante, est devenue la norme. Nous sommes constamment sollicités, distraits par un flot ininterrompu d'informations, de notifications, d'injonctions à la réactivité. Nous passons d'une tâche à l'autre, d'un sujet à l'autre, sans jamais pouvoir nous immerger pleinement, sans que rien n'ait le temps de s'ancrer, de mûrir, de se transformer en connaissance véritable. Si, comme le soulignait Bergson, l'attention est le mouvement par lequel l'esprit se tend vers son objet, alors notre époque, en fragmentant sans cesse l'esprit, nous prive de cette tension féconde, nous laissant à la surface des choses, dans une agitation stérile et épuisante. L'ennui, la tedium vitae, cette expérience du vide, de l'absence de stimulation, est devenue une expérience insupportable, une faille dans la matrice de la productivité. Nous le fuyons à tout prix, en saturant chaque instant de divertissement, d'information, de micro-tâches. Pourtant, l'ennui est le terreau de la créativité, l'espace où l'esprit, privé de distractions extérieures, est contraint de se tourner vers lui-même, d'inventer, de questionner. En nous privant de l'ennui, nous nous coupons d'une source essentielle de renouvellement, de la capacité à nous relier à notre intériorité, à laisser émerger des pensées originales, à nous confronter à l'épaisseur du réel. La fuite de l'ennui est une fuite de soi, une renonciation à la profondeur. Le temps lui-même a été colonisé par cette logique de la performance. Il n'est plus perçu comme une durée qualitative, un espace de maturation, de patience, mais comme une ressource quantifiable, à optimiser, à rentabiliser. L'accélération est la règle, le ralentissement une faute. Nous sommes projetés dans un futur toujours plus exigeant, toujours plus performant, sans jamais pouvoir habiter pleinement le présent.
Les rituels, les moments de lenteur partagés, qui donnaient jadis du sens au déroulement de l'existence, sont balayés par l'impératif d'efficacité. Cette démesure temporelle nous déracine, nous prive de l'ancrage nécessaire à une vie sereine, à une véritable connexion avec le monde qui nous entoure. Cette fatigue existentielle n'est donc pas une simple fatigue physique, mais une usure de l'âme, une incapacité à se reposer, à se régénérer, à se protéger de l'injonction permanente du « toujours plus ». Les pathologies comme le burn-out et la dépression ne sont pas des faiblesses individuelles, mais les manifestations les plus criantes d'une société qui a perdu sa capacité de négation, de résistance, de limite. L'individu, à force de vouloir tout pouvoir, s'épuise dans cette quête sans fin, se retrouvant dans un état de paralysie, d'incapacité totale à agir. C'est le prix à payer pour une liberté illusoire, pour une autonomie qui se mue en auto-exploitation. Pour échapper à cette spirale d'épuisement, il devient impératif de réapprendre la valeur de la négativité, la capacité de dire non, de se retirer, de faire des pauses sans culpabilité. Il s'agit de cultiver l'ennui, la lenteur, la contemplation désintéressée, des espaces de non-productivité où l'être peut enfin respirer. Il faut oser désobéir aux injonctions internes de la performance, retrouver le courage de l'imperfection, de l'arrêt, du temps perdu, qui est en réalité un temps retrouvé pour soi, pour la réflexion, pour la connexion profonde avec le monde. C'est en déconstruisant cette autotyrannie que nous pourrons reconquérir une forme de souveraineté sur notre propre existence, une existence où le sens ne sera plus dicté par la productivité et l'efficacité, mais par la richesse intérieure, la profondeur des liens et la capacité à simplement être dans une présence pleine et consciente. Nous avons parcouru les sentiers sinueux de cette ère nouvelle, cette société de la fatigue, où l'épuisement n'est plus le fruit d'une contrainte visible, mais le résultat insidieux de notre propre volonté illimitée. Une compréhension plus profonde s'est déposée, celle d'une usure qui ronge l'âme non par manque, mais par excès, non par interdiction, mais par l'injonction permanente à la performance. Ce malaise diffus, cette sensation d'être toujours en deçà, toujours en quête d'une perfection insaisissable, se révèle être le fardeau invisible d'une liberté paradoxale. La légèreté apparente d'un « tu peux tout faire » s'est transformée en une charge bien plus lourde que le « tu dois » d'antan, car elle nous contraint à une auto-exploitation sans répit, une course sans fin où nous sommes à la fois le maître et l'esclave, épuisés par le désir incessant de nous dépasser, de nous optimiser, de nous parfaire. Chaque instant libre devient une opportunité manquée d'être plus, chaque silence un vide à combler, chaque repos une performance à optimiser. Cette lucidité nouvelle éclaire la véritable nature de notre mal-être contemporain. Ce n'est pas la paresse qui nous menace, mais l'impossibilité de la paresse contemplative, la perte de ces espaces de négativité féconde, de résistance salutaire, de silence nécessaire. Notre esprit, sursollicité par un flot ininterrompu d'informations et d'injonctions, se fragmente, incapable de l'attention profonde, de la concentration durable. Nous sommes subvertis par une violence de la positivité, une surabondance de stimulation, d'opportunités, d'impératifs qui saturent nos sens et notre conscience. L'individu, en tentant d'embrasser toutes les possibilités, de se vouloir illimité, s'épuise dans cette quête démesurée, perdant sa capacité à dire non, à se retirer, à se protéger de cette spirale d'activité incessante. Nous avons sacrifié la patience à la vitesse, la profondeur à la surface, le sens à l'efficacité, et c'est ce déséquilibre qui engendre une lassitude existentielle que le sommeil seul ne saurait apaiser. Le burn-out et la dépression apparaissent alors non comme des failles individuelles isolées, mais comme les symptômes les plus criants d'une pathologie collective, le sacrifice de l'être à l'autel du faire incessant. C'est le corps et l'esprit qui crient halte face à la démesure de cette auto-exigence. Pour retrouver une forme de souveraineté sur notre existence, il devient impératif de réapprendre la valeur de la lenteur, de l'imperfection, de l'ennui salutaire, de la contemplation désintéressée. Il faut oser se déconnecter, se retirer, et faire l'expérience du non-faire, de l'inactivité choisie, comme un acte de résistance primordial. Ce n'est qu'en cultivant ces interstices du temps, ces refuges de silence, que nous pouvons commencer à démanteler la tyrannie intérieure de la performance et retrouver un souffle véritable. Comme le soulignait si justement Byung-Chul Han, l'ennui est le plus grand antidote à l'hyperactivité, car il ouvre l'espace de la patience, de la perception fine et de la pensée originelle. Si cette exploration a résonné en vous, si elle a nourri votre réflexion et ouvert des perspectives nouvelles sur votre propre expérience du monde, alors cette vidéo a atteint son objectif. Partager ses pensées, c'est aussi un moyen de ralentir le flux incessant, de créer un espace pour la discussion profonde et l'échange authentique. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Vibinspi pour continuer ce cheminement ensemble, à exprimer votre soutien par un like si ce contenu vous a éclairé, et à partager vos propres réflexions, vos expériences, ou même vos doutes dans les commentaires. C'est par ce dialogue que nous pouvons collectivement résister à l'isolement et à la frénésie, et construire une communauté de pensée plus lucide, plus consciente des enjeux de notre temps,
pour agir sur notre présent. Philosopher, c'est agir sur le présent. Commence par t'abonner. Imaginez-vous dans un monde où votre corps n'est plus un lieu de sensations brutes, de plaisir simple, de repos authentique, mais une machine à optimiser. On mesure chaque pas, on surveille chaque calorie, on programme chaque séance d'entraînement. Le corps est devenu un projet à part entière, une œuvre à sculpter, à améliorer, à entretenir pour qu'il soit toujours plus performant, toujours plus jeune, toujours plus sain. Cette obsession du corps parfait, maîtrisé, nous déconnecte de son intelligence instinctive, de ses messages subtils, le transformant en un outil plutôt qu'en un sanctuaire. Byung-Chul Han met en lumière la manière dont la société de la performance nous aliène de notre propre corporéité. Dans cette logique de l'optimisation, le corps n'est plus perçu comme un organisme vivant, avec ses rythmes, ses besoins de repos et ses limites naturelles, mais comme un capital à entretenir, une ressource à maximiser. La douleur est un signe de faiblesse à surmonter, la fatigue un obstacle à dépasser. Nous sommes encouragés à ignorer nos signaux internes au profit d'objectifs externes, de performances chiffrées. Cette instrumentalisation du corps est particulièrement visible dans le domaine de la santé et du bien-être. Le sport est pratiqué non pas pour le simple plaisir du mouvement, mais pour brûler des calories, sculpter des muscles, améliorer ses statistiques. Le yoga ou la méditation, loin d'être des pratiques de contemplation, sont souvent réduits à des techniques de gestion du stress ou d'amélioration de la productivité. Même le sommeil est une performance à optimiser, surveillée par des applications qui nous promettent une récupération maximale. Ce culte du corps performant, jeune et éternellement sain, nous pousse à une hypervigilance constante. Nous sommes toujours en train de surveiller ce que nous mangeons, comment nous bougeons, comment nous nous sentons. Cette attention obsessionnelle à nos performances physiques nous épuise mentalement, nous privant de la capacité à simplement laisser être notre corps, à l'habiter sans jugement, sans l'impératif de la perfection. La maladie, la faiblesse, la vieillesse sont perçus comme des échecs personnels dans cette société qui valorise la force et la jeunesse. Le corps est censé être une machine infaillible, et la moindre défaillance est vécue comme une trahison, une incapacité à maintenir la performance attendue. Cette culpabilisation de la fragilité nous pousse à masquer nos souffrances, à nier nos limites, aggravant l'isolement et l'épuisement. L'esthétique de la performance, avec ses standards de beauté irréalistes, ajoute une pression supplémentaire. Les corps sont lisses, sans défaut, musclés, toujours prêts à être exposés. Les filtres numériques et les retouches photographiques créent une illusion de perfection qui nous rend éternellement insatisfaits de notre propre corps, toujours en quête d'une amélioration inaccessible. Cette quête épuisante nous prive de la joie simple d'habiter notre corps tel qu'il est, avec ses singularités, ses imperfections, son histoire. Byung-Chul Han nous invite à une réappropriation de notre corporéité, à une réconciliation avec notre corps tel qu'il est, au-delà des impératifs de la performance. Il s'agit de redécouvrir le corps comme un lieu de sensation, de vécu, de présence au monde, et non comme un simple outil. C'est en se reconnectant à ses rythmes naturels, à ses besoins authentiques, que l'on peut commencer à résister à cette instrumentalisation. Cela implique d'apprendre à écouter les messages de son corps. La fatigue qui réclame le repos, la faim qui appelle à la nourriture nourrissante, le plaisir qui invite à la détente. C'est une démarche de pleine conscience, d'attention bienveillante, qui nous permet de nous ancrer dans le présent, de sortir de la spirale de l'hyperactivité et de l'auto-jugement. Reconnaître et accepter la finitude de notre corps, sa vulnérabilité, sa mortalité, est également un acte de libération. C'est accepter que nous ne sommes pas des machines infaillibles, mais des êtres humains avec des limites. Cette acceptation nous permet de lâcher prise sur l'illusion du contrôle total et de trouver une paix plus profonde. En se réappropriant son corps, on se réapproprie une partie essentielle de son humanité, une forme de résistance qui trouve sa pleine expression dans la capacité à se régénérer. Cette régénération, souvent oubliée, est un point crucial qui nous amène à comprendre l'importance vitale du vide et du repos, notre prochaine étape de réflexion. Nous avons parcouru ensemble un chemin de compréhension, explorant les méandres de cette fatigue qui ne vient pas du manque, mais de l'excès, non pas de la contrainte, mais de la liberté illimitée. Cette exploration nous a conduit à réaliser que notre époque, loin d'être celle de l'épanouissement sans limite, est souvent celle de l'épuisement silencieux, une usure de l'âme née de l'injonction permanente à la performance. La maladie de notre temps, la dépression, le burn-out, ne sont pas des échecs individuels, mais les symptômes d'une société qui a perdu le sens de la négation, du repos, de l'imperfection. Ce n'est pas un ennemi extérieur qui nous oppresse, mais l'image intérieure d'un soi toujours plus fort, plus rapide, plus productif, que nous avons nous-mêmes construite avec une zèle presque religieuse. La violence de la positivité nous submerge, nous privant des espaces vitaux de silence, d'ennui profond, de lenteur contemplative, essentiels à notre régénération, à notre créativité, à notre humanité même. Nous nous sommes retrouvés esclaves d'une volonté insatiable,
exploitant nos propres ressources jusqu'à la rupture, dans une quête illusoire d'une efficacité et d'une autoréalisation sans fin. Ce voyage philosophique a révélé que la véritable liberté réside peut-être non pas dans l'absence de contraintes, mais dans la capacité à se donner les siennes, à réapprendre à dire non à soi-même et aux impératifs d'un monde toujours en marche. C'est en embrassant nos limites, en honorant nos besoins de repos et de non-faire, en cultivant la profondeur des liens humains au-delà de la superficialité de la performance, que nous pouvons commencer à déconstruire cette prison mentale que nous avons érigée. La résistance commence par un geste simple, une pause, un refus conscient de participer à cette frénésie. Le corps, l'esprit, les relations, tout appelle à cette réappropriation du négatif, du vide fertile. La sagesse ancienne, comme le soulignait Sénèque, nous rappelait déjà que l'âme se repose dans le silence, et que la sérénité ne s'acquiert pas dans le tumulte des affaires, mais dans l'apaisement des désirs. C'est une invitation à retrouver la force du retrait, la puissance du non-agir, un chemin pour réintroduire l'air et l'espace dans nos vies saturées. Cette quête de sens, cette aspiration à une vie plus consciente et moins épuisante, se nourrit de partage et de réflexion collective. Pour que Vibinspi puisse continuer à explorer ces questions essentielles, et pour ne manquer aucune de nos prochaines méditations guidées, un simple geste de votre part fait toute la différence. Partagez cette vidéo si elle a éclairé votre propre chemin, aimez-la si elle a résonné en vous, et laissez un commentaire pour partager vos propres réflexions sur cette société de la fatigue. Votre engagement nourrit cette communauté et permet à la philosophie de continuer à être une matière vivante. Philosopher, c'est agir sur le présent. Commence par t'abonner.